C'est parti. Merci. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Philippe Cohen et je suis très heureux de me présenter à vous à l'invitation de l'ADIGE, que je remercie très, très chaleureusement. 50 ans, effectivement, c'est un très beau jeune âge. Merci notamment à Anne-Charlotte Gros, sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui, et pour tout ce qu'elle fait aussi pour la cause de l'association Respect Zone. Donc, dans l'ADIGE, il y a la lettre J, J comme juriste, J comme juriste consulte, tous ceux qui ont la foi dans le droit et également dans la force finalement du droit contre toutes les barbaries. Et là, je vais directement sur mon sujet qui est comment est-ce qu'on injecte du respect et de l'humain dans la machine. Alors, j'ai beaucoup aimé ce qui avait été dit par Albin, je crois, sur le récit de sa fille qui lui disait qu'en fait qui expliquait que en fait son papa qui fait donc un métier dans les legal tech, son rôle c'est de défendre le monde et de mettre de l'humain contre les robots, sauf que les robots ils sont pas programmés tout seuls, ils sont designés, architectés, comme on dirait dans un langage avec des néologismes, par des humains. Et donc, c'est à nous, en tant que juristes, de prendre notre place. Et je crois que ce qui ressort des débats d'aujourd'hui, c'est le fait qu'il ne faut pas avoir peur de la force de notre office en tant que juriste. Donc, dans le quart d'heure de ce plaidoyer qui m'est offert de pouvoir plaider, de pouvoir vous délivrer. Ce que j'aimerais expliquer, c'est comment est-ce que l'on peut travailler pour que la notion du respect de la dignité humaine dans la lutte contre les cyberviolences, hein, c'est un peu comme cet alchimiste qui a fait une machine qui dépasse un petit peu son créateur. Comment est-ce que l'on peut faire pour remettre une notion éthique dans la programmatique des algorithmes et des écrans sans lesquels aujourd'hui on ne pourrait se passer. Donc la notion de cyberviolence, c'est quoi? C'est la faculté de se protéger contre tous les abus et toutes les atteintes et tout ce qui crée du trauma. C'est-à-dire lorsqu'on est sur un écran, il n'est pas acceptable en tant que droit fondamental que le fait de prendre son écran, que le fait d'utiliser son smartphone soit une exposition possible à son intégrité et soit créateur de souffrance. Alors ça peut paraître un petit peu angélique comme ça que de dire que Internet doit être une zone de paix et de sécurité, mais c'est exactement le propos que l'on veut tous défendre, c'est-à-dire comment est-ce que l'on rend acceptable, paisible, civilisé l'espace numérique. Alors, on l'a vu aujourd'hui dans les différents débats, les idées, c'est comment est-ce qu'on crée de la norme de base, c'est-à-dire un curseur de base en droit positif, et comment est-ce qu'on crée, au-delà même de la norme de base, de l'engagement qui soit supérieur au minimum légal, comme on dirait. Alors, on a entendu beaucoup de propositions. Nous sommes très sensibles, évidemment, à tout ce qui consiste à créer de l'engagement par conventionnement, par une adoption de labels. Donc, on est parfaitement en ligne avec ce qui a été dit précédemment sur l'idée de pouvoir relever l'éthique globale et qu'on puisse la partager d'une manière meilleure par une notion de labellisation avec une reconnaissance pour injecter non seulement de la dignité humaine, mais injecter du symbole. C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir penser vivre dans un univers pacifié s'il n'y a pas de repère qui soit visible en permanence du ralliement entre l'espace numérique et la norme que l'on veut voir respectée au sein de cet espace numérique. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi dans la construction en tant que juriste de la pacification et la dépollution de l'environnement numérique, de nous rappeler aussi l'importance de l'injection des symboles dans ces espaces. C'est pour ça que les labels sont importants, parce qu'ils ont en plus comme capacité de rappeler les valeurs que l'on veut voir présider, s'appliquer dans un espace fait de 1 et de 0.
Et d'une manière très intéressante, lorsque l'on a développé cette idée, qui était une idée à la base un peu juridique et conceptuelle, de vouloir instituer du respect sur les réseaux sociaux, très vite, il a été demandé à l'association Respect Zone d'aller exporter la notion de respect numérique dans l'espace présentiel et physique. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait une demande usagée du numérique de dire, mais nous, on en a besoin pour nos écoles, pour nos entreprises, pour nos espaces qui créent du bien commun. Et le bien commun, il se fait, mais il y a aussi ce besoin de rappeler la norme. Et ce rappel est un travail qui nous incombe de faire pour ne pas nous arrêter en chemin, pour dire, bah, ça y est, j'ai créé une norme, j'ai créé une charte, j'ai créé une règle, j'ai créé une possibilité de se repérer dans l'espace juridique. C'est à nous aussi de travailler sur comment est-ce que ce repère fait du sens au niveau intellectuel et je crois même au niveau des neurosciences pour arriver à travailler sur des nudges positifs qui nous rappellent le balisage de l'espace numérique. Donc, soft law, droit souple, droit adaptatif, parfaitement. On a parlé aussi du DSA et du fait qu'on a tous envie d'avoir des normes qui puissent s'appliquer au niveau européen. Nous sommes ravis qu'il y ait une réflexion, que ça prenne probablement au minimum 5 ans avant d'être formé, conceptualisé et que ça redescende auprès des différents États membres. Or, lorsque l'on assiste les victimes, c'est le rôle des associations, et que vous leur expliquez, non, ne vous inquiétez pas, vous aurez un droit absolument évolué avec une version 2.0 du droit de la responsabilité sur Internet et de la lutte notamment contre les comportements illicites et haineux qui visent le harcèlement, les discriminations en ligne ou la radicalisation en ligne. Il y a juste un point, il faut juste attendre 5 ans et vous serez rempli de vos droits. Évidemment que c'est pas une réponse que l'on peut correctement offrir aux personnes qui viennent avec des traumatismes qui doivent être résolus dans l'instant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler en parallèle. Donc, il y a effectivement le travail sur la norme positive, sur la norme pan-étatique, mais il y a aussi le travail de prévention. Et ce travail de prévention, il nous incombe à tous en tant qu'usagers et surtout en tant qu'entreprise. Parce que c'est très compliqué de naviguer sur les réseaux sociaux sans passer par des entreprises et par des personnes morales. Et l'engagement que les entreprises, alors puisqu'on est en France, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas d'une alliance des fleurons de la tech française qui pourrait, par exemplarité, dire nous sommes tous volontaires pour signer. Alors, ça peut être au sein d'un institut, au sein d'une ONG, ça peut être sous les auspices du gouvernement, peu importe le cadre, mais l'idée, c'est de dire qu'on ne va pas attendre la norme du droit positif pour créer de l'exemplarité et puis pour faire aussi ce qui est exactement la chose contre laquelle on aime lutter quand on lutte contre la haine en ligne, on lutte contre les effets de lynchage et les effets de meute collectifs. L'idée, c'est de faire la même chose à l'envers, c'est de positiver une forme d'effet de meute positiviste pour créer du contre-discours qui fasse du ralliement et qui permette que l'on puisse, derrière les entreprises citoyennes, derrière les élus qui ont envie d'être exemplaires, et de travailler sur cette notion qui est si dure de pouvoir nourrir aujourd'hui, qu'est-ce qui est la notion d'une exemplarité. Alors, sans faire de débat politique ou de débat du café du commerce sur la problématique de l'absence ou du déficit de l'exemplarité des élus au plus haut niveau, non pas de l'État en France, mais des États. C'est-à-dire que c'est très compliqué de pouvoir parler d'une exemplarité numérique, c'est-à-dire des comportements sur les réseaux sociaux, des messages qui sont acceptables, qui sont licites d'être portés, dans le respect évidemment de la liberté de l'expression. Lorsque vous avez des influenceurs, les influenceurs peuvent être des élus, qui eux-mêmes sont les premiers à briser la loi de la civilisation. Et notre travail, en tant que juriste, c'est de rappeler les règles de base qui font civilisation. Il y a de moins en moins de pays qui sont démocratiques. Il y a de moins en moins de pays qui sont pas théocratiques. Et donc, l'îlot se resserre. C'est un peu comme le niveau des eaux qui monte. Et les zones de respect numérique sont pas des zones qui sont en inflation. Ce sont des zones qui sont fragiles, qui sont attaquées. Et donc, il n'y a guère finalement que
quelques illuminés associatifs qui vont travailler sur la défense de ces droits. Et pour le faire, à part le cercle des juristes que vous êtes et que nous sommes, en fait, il n'y a pas beaucoup de combattants. C'est pour ça que il est très important d'avoir ce genre de forum pour resserrer les liens des forces positives, qui sont pas très nombreuses, et dire qu'est-ce qu'on attend pour le monde qui sera le monde que nos enfants connaîtront demain. Et l'enjeu est vraiment très très fort. Donc, moi, je suis ravi de pouvoir dire qu'on travaille sur des normes positives. On a même fait comme proposition, dans les 50 propositions, pour détoxer les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on a appelé les 50 propositions de l'ONG de Respect Zone. Une d'entre elles propose de pouvoir porter cette notion de droits fondamentaux au niveau le plus haut de notre Constitution. Parce qu'on parle beaucoup de révision constitutionnelle. En 2018, il y avait même un projet de faire une charte qui pouvait justement permettre de faire cette révision avec une charte numérique. Mais notre proposition par rapport à cela, c'est de pouvoir, au moins à titre on va dire de prétexte juridique pour élever le débat au plus haut niveau de nos institutions, c'est de pouvoir faire insérer dans une modernisation de notre Constitution un droit au respect numérique et qui reprend finalement les éléments de langage qu'on a pu entendre dans toute la journée de débats qui sont aujourd'hui et qui pourront inclure l'accessibilité numérique, qui pourront inclure effectivement la notion de respect des données personnelles qui ne sont pas des notions qui sont vraiment lisibles dans la Constitution française telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Et comme l'usage des écrans est imparable, c'est vrai qu'il y a des constitutions dans le monde, en Amérique du Sud, au Japon, qui font des références expresses au numérique. Je trouve qu'en 2020, en 2021, en 2022, il serait que justice et normal que notre constitution soit à jour des enjeux de notre société. À jour aussi parce que les raisons qui font qu'il y a une réforme constitutionnelle, c'est lorsque il y a un mouvement qui puisse être une prise de conscience du peuple français qui soit suffisamment forte pour créer une adaptation de notre loi fondamentale. Et je trouve ça important que nous n'ayons pas de timidité juridique. Parce que le problème des juristes, c'est souvent leur timidité, parce qu'ils sont censés accompagner le mouvement, accompagner les entrepreneurs, accompagner ceux qui décident. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les enjeux sont tels et les périls sont tels que c'est à nous, en tant que juristes, de devancer l'appel et d'être plutôt en avant du combat plutôt qu'à côté du combat. Et ça, c'est une notion qui n'est pas toujours facile à entendre parce qu'on a plutôt tendance à se considérer comme des accompagnateurs, comme des consigliere. Non, on peut aussi être inventif, créatif, leader, faire preuve de courage juridique avec la force du droit et avec ce qu'on appelle aussi le due process. Alors pour avancer dans ce plaidoyer, j'aimerais aussi faire mention de l'exemplarité de ce qui nous est proposé de voir aussi au niveau européen. Vous avez vu que très récemment, il y a eu un MOU, Memorandum of Understanding, comme on en a eu d'ailleurs dans d'autres domaines, en particulier, je me tourne vers Jean-Marie, sur la partie de la lutte contre les contenus illicites et contrefaisants. Et dans la même prophylaxie, vous avez vu il y a une semaine que les annonceurs en ligne se sont engagés à annoncer de manière plus responsable. Vous avez aussi des annonceurs ou des entités qui sont économiques qui commencent à être plus sélectives dans les zones dans lesquelles leurs marques de fabrique, leurs marques de service vont être affichées, vont être l'objet d'une promotion. Et le fait qu'aujourd'hui on ait cette conscience de la responsabilisation de ce qu'une entreprise doit offrir, à la fois vis-à-vis de ses consommateurs, ses investisseurs, ses salariés, de ses prospects également, ça fait partie de ce qu'on doit nous proposer en tant que juriste et en tant qu'association pour rendre meilleur et plus acceptable l'univers numérique dans lequel on se fonde. Et puis, puisqu'on est en période de pandémie, je crois qu'il faut aussi qu'on puisse, nous, avoir comme idée de pouvoir positiver cette viralité du respect.
parce que la viralité, elle peut être positive. Il se trouve qu'en tant que juriste, je considère qu'on est capable de pouvoir inventer des vaccins en termes de mieux-être, et c'est à nous aussi d'avoir aussi ce courage de se dire que l'on peut développer tous ensemble une forme d'anticorps au système de la haine en ligne qui est parfaitement inacceptable. Et je prendrai comme exemple des idées qui sont très accessibles. Si on demandait aux 4 fournisseurs d'accès Internet en France, il y en a à peu près 2, 3 ou 4. Dans certains pays, il y avait tout à l'heure un discours sur les monopoles. Vous voyez, il y a encore des oligopoles. Mais il suffit de 4 signatures pour changer, par exemple, complètement la donne sur la manière de fournir cette arme de guerre à des enfants, à des mineurs. Donc, lorsqu'on abonne son fils ou sa fille, et la moyenne d'âge de l'abonnement aujourd'hui sur Internet d'un mineur est plutôt vers l'âge de 9 ans que vers l'âge de 18 ans, est-ce qu'il ne nous semble pas irresponsable que de donner ce véhicule à moteur numérique à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, sans mode d'emploi, ni pour l'usager mineur, ni pour ses parents? Alors, on va nous dire, mais il faut faire attention à la liberté de l'expression et à la liberté du commerce. Vous savez, si on était capable de pouvoir avoir comme courage de se dire que lorsque l'on confie le premier abonnement à son enfant, l'opérateur vous incite à passer un tutoriel tout simple de formation pour la famille, c'est-à-dire pour les parents qui vont offrir cette arme de guerre. C'est-à-dire que à partir du moment où vous offrez une ligne téléphonique et un smartphone, vous donnez l'occasion de souffrir et de faire souffrir. Vous donnez l'occasion, nous travaillons à Respect Zone avec une association qui lutte contre la pédopornographie aux Philippines, et un des premiers traumatismes et des premiers périls que cette association avec qui on travaille, qui s'appelle Caméléon, a géré, c'est d'aller expliquer aux parents des enfants qui sont exposés devant des caméras pour des raisons financières qu'il y a un problème à le faire. C'est-à-dire que c'est pas juste un problème sur l'éducation du mineur, c'est un problème sur l'éducation de l'environnement de celui qui a l'écran, qui offre l'écran et qui offre un accès en ligne. Et donc cette conscientisation de l'éthique numérique, je reprends mon exemple. Pourquoi est-ce que, avant même de faire une loi, on n'irait pas convaincre ensemble, en tant que juriste, responsable, 4 signatures, d'aller dire, oui, quand on offre un portable à un mineur, il faut qu'il puisse être exposé aux règles fondamentales de ce qu'est de ne pas se faire du mal et ne pas faire du mal à l'autre. Donc, je voulais en terminer avec cette proposition concrète. Donc, c'est pas uniquement des concepts grandiloquents, et lorsqu'on exerce un plaidoyer, c'est pas juste pour l'appétit pour les mots et l'éloquence, mais c'est aussi pour faire changer la donne, pour faire bouger les lignes. Et je sais que, en tant que juriste, fort de cette énergie que nous avons en nous de vouloir un monde qui repose sur des normes équitables et juridiques et éthiques, on a en main